Je ne sais pas si on m'entend. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire court parce que je comprends que nous avons pas mal de retard, mais c'est vrai que les tables rondes et les différents intervenants jusqu'à présent étaient absolument passionnants. Je voudrais d'abord féliciter le Transition Forum pour la thématique. Sur laquelle on travaille depuis ce matin et singulièrement cette sous-thématique sur laquelle nous sommes tous réunis cet après-midi, protégés et préservés. Et je voudrais, dans les minutes qui me sont imparties, partager avec vous un constat, une conviction et puis vous faire une déclaration d'amour. Le constat, il résulte d'une étude qu'on a fait chez Sweep. Alors Sweep, c'est une ESG Data Management Platform qu'on a fait chez Sweep avec notre partenaire, l'un de nos partenaires qui est Capgemini. On a interrogé à peu près 500 entreprises à travers le monde, à la fois en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et dans cette étude, l'un des principaux résultats montre que 8 entreprises sur 10 indiquent avoir conscience de devoir se transformer substantiellement, tel est le terme, pour pouvoir continuer à vivre dans une économie bas carbone ou dans une économie prenant soin de la biodiversité. 8 entreprises sur 10, sur 500 entreprises dans 4 pays différents. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant de comprendre les motivations de ces entreprises, près de 76% des répondants indiquent que la prise en compte de ces externalités, que ce soit le carbone ou que ce soit la biodiversité, est un élément important quant à l'économie, c'est-à-dire à la part de marché qu'ils peuvent avoir demain, c'est-à-dire au développement économique de leur propre entreprise. C'est un avantage économique, à la fois pour lever des fonds, à la fois pour gagner des marchés. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de départements d'achat mettre beaucoup de critères ESG, ou même pour attirer des talents. Combien d'entre nous avons en tête ces entretiens où on essaye de recruter et puis toujours on nous demande mais que fait votre entreprise pour l'ESG ? Et c'est très bien ainsi. Et donc on pourrait se dire, à l'aune de ce constat, c'est très bien, il y a une prise de conscience, c'est très bien, cette prise de conscience en plus s'intègre dans des plans économiques des entreprises, et donc tout va aller assez vite. La réalité, c'est que la même étude montre qu'au moment où on se parle, uniquement un quart des entreprises interrogées comptabilisent leur scope 3, ou même connaissent leur scope 3. Et qu'au même moment, il y a quelques années, le CDP, que vous connaissez peut-être, avait fait une étude sur 27 000 milliards d'actifs sous gestion. On était en 2021 et avait mis en avant que sur ces 27 000 milliards d'actifs sous gestion, seul 1%, même moins de 1%, était en ligne avec les accords de Paris. Et donc, s'il y a un côté très positif, il y a une impérieuse nécessité de considérer que cette transformation n'est pas suffisamment rapide et qu'il faut accélérer, il faut même réussir à accélérer le temps. Ça, c'est le constat. Alors la conviction repose sur des pistes de réponse à comment accélérer ces transformations. Et plein de pistes ont été abordées depuis le début de l'après-midi, mais moi je voudrais insister sur une piste qui est le collectif. Pourquoi le collectif ? Parce qu'à l'évidence, comme on dit, ton carbone, c'est mon carbone, ta biodiversité, c'est ma biodiversité, et seule une approche collective peut faire changer les choses. Je voudrais vous prendre 2 exemples à ce titre. Lorsque j'ai été ministre de l'Agriculture entre 2020 et 2022, on a été évidemment confronté à l'usage des produits fongicides dans les champs, et notamment les champs de blé. Tout le monde pourrait se dire, et Christian Huyghe le premier, pourrait mettre en avant l'ensemble des solutions pour essayer d'éviter d'avoir à utiliser des fongicides. On peut changer les pratiques agricoles, on peut investir dans l'innovation, etc., etc. Mais il s'avère qu'il y a aussi une approche collective. Quelle est-elle ? Vous avez en France à peu près 430 meuneries, les moulins, les nouveaux moulins. Dans ces 430 meuneries, on fait de la farine. Et cette farine, les meuniers ont besoin de suivre des recettes. Dit autrement, la farine que vous allez vendre à un boulanger pour faire un pain au chocolat n'est pas la même que celle que vous allez vendre pour faire une pizza, pour faire une pâtisserie ou pour faire une baguette. Et les meuniers, telle une composition musicale, va prendre différentes espèces de blé pour constituer une farine dédiée. Et pour ce faire, les meuniers disaient aux agriculteurs « j'ai besoin de mettre dans mes silos des blés purs,
d'une espèce unique. Et moi, meunier, j'allais faire ensuite le mélange pour mettre 25% de tel blé, 32% de tel blé, etc., etc., et faire ma composition donnant lieu à ma farine. Quelle est l'immense difficulté à ça? Un champ, lorsque vous avez une espèce unique, c'est le gîte et le couvert pour toutes les espèces d'insectes ou de champignons. Et donc, vous devez mettre gavé de fongicides ou d'insecticides. La diversité est la première source de protection de nos cultures. En 2017, vous avez un groupe de meuneries, Soufflé pour ne pas le nommer, qui a dit « Mais si on faisait, au lieu de mettre la composition musicale des farines dans nos silos, dans nos moulins, si on faisait cette propre composition dans les champs ?» Ils ont inventé une espèce qui s'appelle le MMS, qui permet de définir les compositions de farine directement dans les espèces et la composition des espèces qu'on met dans le champ, et ce faisant, permettant de réduire significativement la dose de fongicides et de pesticides devant être utilisés par les agriculteurs. Les agriculteurs, les premiers, demandaient cela. Premier exemple. Deuxième exemple, sur le carbone. On travaille aujourd'hui chez Sweep avec de grands acteurs, et je voudrais en citer un, notamment la SNCF. Pourquoi vous citez la SNCF? Parce que la SNCF a, et c'est pas le seul, mais a pris le pli de dire j'enlève la théorie du mistigris. Vous savez, on voit sur le marché pas mal d'entreprises qui se déclarent SBT, mais en fait, en se déclarant SBT, elles changent leur politique d'achat et elles demandent à tous leurs fournisseurs d'être eux-mêmes SBT. J'externalise la contrainte, la théorie du mistigris. La SNCF, elle, nous a demandé de travailler, pas que avec eux, mais travailler avec eux et plusieurs dizaines de milliers de leurs fournisseurs pour collectivement réduire l'empreinte carbone. Halte à la théorie du mistigris, approche collective. Et je voudrais vraiment insister sur cette approche collective, parce que seule une approche collective permet de mettre en avant le côté contributif des entreprises, c'est-à-dire faire ressurgir celles qui ont des solutions. Vous aurez dans les pitchs après des solutions très concrètes. Il faut que ces entreprises ne cessent de croître, et celles qui permettent, parce que ce sont des donneurs d'ordre, de prendre en compte, en termes de valeur, qu'elle soit financière ou extra-financière, cette approche contributive. Tout à l'heure, Fabrice Bonifay vous parlera des entreprises contributives, une utopie réaliste. La contribution est probablement l'un des plus beaux mots qu'il nous faut absolument chérir, faire vivre, développer. Au plan de transition, on doit adjoindre des plans de contribution. C'est absolument essentiel et Fabrice, j'en suis sûr, excellera pour vous le décrire. Et enfin, dans les 2 minutes 43 qu'il me reste, je voudrais vous faire une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour pour la réglementation et singulièrement la CSRD. Alors la CSRD, on ne va pas se mentir, elle n'est pas très glamour. Je suis d'accord. Mais il est incroyablement important aujourd'hui d'exprimer son amour vis-à-vis de la CSRD. On a vu ici ou là, en France, en Allemagne, dans certains pays, mettre en cause l'intérêt au titre de la complexité, voire même, et je pense que c'est une erreur au titre de la compétitivité, la CSRD. Je pense que c'est une erreur majeure. Pourquoi? D'abord parce que la CSRD, beaucoup d'entreprises ici réunies, ont déjà commencé les transformations nécessaires, rendues dynamiques par la CSRD. Faut-il mieux écouter les entreprises qui ont déjà pris cette voie de la transformation ou celles qui ont misé sur le fait que jamais cette réglementation n'arrivera? À l'évidence, les premières doivent être privilégiées. Le deuxième élément, c'est que la CSRD, elle repose sur une approche. Je vois chez Sweep, on a à peu près 80 clients aujourd'hui utilisant la CSRD. On en a plus par ailleurs. Et à chaque fois, on a un engagement, c'est de leur rendre la CSRD heureuse. Là aussi, à chaque fois que je dis ça, on dit ce mec est dingue. Mais il est possible de rendre la CSRD heureuse. Comment? Notamment avec cet accompagnement dans la transformation et avec cette approche par la donnée. Quel est l'un des principes de la CSRD? C'est l'auditabilité de l'ensemble des données. Fini les engagements, la main sur le cœur, mais voie à la transparence et voie à la crédibilité des actions. Rien de tel pour avancer significativement. Et enfin, le dernier point sur la CSRD. Il ne faut vraiment pas, mais alors vraiment pas l'oublier, qui plus est dans le contexte que nous vivons à l'international. Pour l'une des premières fois, l'Europe a mis en place des réglementations qui sont extraterritoriales. C'est le principe même de l'environnement, c'est-à-dire le scope 3, c'est-à-dire l'ensemble de la contribution sur ma chaîne de valeur, voire même en dehors de ma chaîne de valeur. C'est-à-dire ce principe de responsabilité qui m'oblige.
Cette extraterritorialité, évidemment qu'elle rend dingue, par exemple, nos amis américains. Eux-mêmes qui nous ont imposé une extraterritorialité financière à travers le dollar pendant des décennies. Que l'Europe soit le fondement d'une extraterritorialité environnementale revient à mettre en lumière la valeur de ces externalités qu'on protège, qu'elles soient de biodiversité ou qu'elles soient de lutte contre le changement climatique. Et donc je crois qu'il est absolument nécessaire de soutenir et de mettre en œuvre ce volet réglementaire pour que les choses aillent plus vite. Voilà, sur cette déclaration d'amour, je m'arrête là, le temps est écoulé et je vous remercie. Merci beaucoup Julien.